Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir pour cette nouvelle rencontre virtuelle organisée par les librairies Dialogue à Brest et Ravi à Quimper. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mélissa d'Acosta pour son dernier livre, Je revenais des autres, qui vient tout juste de paraître chez Albin Michel. Bonsoir à vous, Mélissa d'Acosta. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation des librairies Dialogue et Ravi. Alors, avant de vous poser ma première question, je vais d'abord revenir sur votre parcours. Vous avez 30 ans, vous avez publié votre premier roman, Tout le bleu du ciel, il y a 2 ans. Vous avez d'abord choisi de l'auto-éditer et puis ensuite vous avez été repéré par une maison d'édition. Tout le bleu du ciel, on le rappelle rapidement, c'est l'histoire touchante et optimiste d'Émile, un jeune homme malade, et de Joanne, une jeune femme recrutée par une petite annonce, qui entreprennent un road trip vers les Pyrénées. Un livre qui a très très vite trouvé son public, qui a conquis des milliers de lecteurs, qui a reçu également le prix des lecteurs du livre de poche, catégorie littérature, l'année dernière. Et puis en début d'année 2020, vous avez publié votre deuxième roman, Les lendemains, une autre histoire pleine d'émotions, celle d'Amande, brisée par la vie, qui va renaître grâce à la terre et à la nature. Et puis la semaine dernière, donc, est paru le livre dont nous allons parler ce soir, Je revenais des autres, chez Albin Michel. Alors, je viens de dire que Tout le bleu du ciel était votre premier roman. En réalité, ce n'était pas tout à fait vrai, puisque vous aviez écrit Je revenais des autres en premier en 2015, si mes informations sont bonnes. Vous l'aviez même auto-édité à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce roman justement écrit avant les autres? Oui, alors en réalité, j'ai toujours écrit. À partir de l'âge où j'ai pu tenir un stylo et écrire des phrases, j'ai écrit. Donc j'écrivais plus petite des poésies, des contes pour enfants, puis des débuts de romans. Ça m'a toujours suivi. Et donc, effectivement, quand j'ai eu 23-24 ans et que j'ai terminé mes études, j'ai continué d'écrire, mais à l'époque, j'écrivais que des débuts de romans. Au bout de 10, 20, 30, 40 pages, je me lassais et j'abandonnais tout. Et donc, je me suis trouvée à une période où j'étais en recherche d'emploi à la sortie de mes études et où j'avais beaucoup de temps libre pour laisser aller ma créativité. Et donc, je me suis dit, bah, pour ne pas me lasser, il faut vraiment que j'écrive un roman où il y ait beaucoup de personnages et où on n'est pas une seule intrigue, mais plusieurs intrigues qui s'entremêlent. Voilà, chaque personnage aurait un secret, aurait un passé à affronter, aurait ses démons à combattre. Et c'est comme ça qu'est né Je revenais des autres, qui est mon vrai premier roman, que effectivement j'avais choisi d'auto-éditer en 2015 sur la plateforme Amazon, et puis bon, qui était resté un petit peu comme ça sur la plateforme parce que voilà, Amazon, on est au milieu de milliers de romans, dont beaucoup de très très connus, donc bon, pour se faire repérer, c'est pas forcément évident. Et puis après Je revenais des autres, j'ai écrit la suite de Je revenais des autres. Et puis j'ai écrit mon troisième roman qui était Tout le bleu du ciel. Et à l'époque où j'écrivais Tout le bleu du ciel, j'ai entendu parler d'une autre plateforme, enfin de plusieurs autres plateformes, dont monbestseller.com. Et en fait, on pouvait déposer le roman en version numérique. Les gens pouvaient le lire gratuitement, à la différence d'Amazon où on est quand même sur un site marchand. Donc, ça ouvrait quand même le champ des possibles à beaucoup plus de lecteurs. Et en échange de leur lecture, ils pouvaient laisser un commentaire, des notes. Et c'est comme ça que Tout bleu du ciel a fini par grimper dans le classement très, très vite et se faire repérer par un éditeur. Et puis, bah voilà, maintenant étant aux éditions Albin Michel, ils m'ont demandé si j'avais écrit d'autres choses. Et donc, je leur ai parlé de mes plus vieux romans écrits quelques années en arrière. Et c'est comme ça que Je revenais des autres se retrouve aujourd'hui édité comme mon troisième roman. Alors, Je revenais des autres, c'est l'histoire d'Ambre, une jeune fille de 20 ans, fragile, perdue. Elle est enlisée dans une relation toxique avec son amant, Philippe, qui a le double de son âge, qui est marié, père de 2 enfants. D'emblée, dès le début de l'histoire, là, je vais rien dévoiler, nous embarquer dans cette histoire sans issue. Ça démarre très fort avec la tentative de suicide d'Ambre. Et puis, finalement, pour la sauver et pour surtout sauver sa propre famille à lui, Philippe propose à Ambre de partir à Arvieux. C'est un petit village de montagne.
Elle accepte et elle devient donc serveuse au Mélèze, un chalet, où reviennent chaque année toute une bande de saisonniers. Et donc, c'est cette histoire où eh bien, le rythme des coups de feu du service et des discussions tard dans la nuit est décrite. Alors, avant d'entrer vraiment dans l'histoire, de se familiariser avec ces personnages, plantons le décor, si vous le voulez bien. On a parlé de vos 2 premiers romans. Le premier se passe dans les Pyrénées, le second en Auvergne. Ici, nous sommes dans les Hautes-Alpes. Est-ce que la montagne vous inspire particulièrement, Mélissa d'Acosta? Oui, en effet, la montagne m'inspire. Alors pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez imposant quand on se retrouve face à des sommets immenses et à de la nature brute comme ça. Je sais pas, on se sent minuscule et à la fois on retrouve un peu sa place. Ça permet de prendre du recul, je trouve, de se sentir si petit par rapport à l'immensité des éléments. Voilà, ça remet les choses à sa place, les drames deviennent un petit peu moins difficiles à supporter. Et puis la montagne, voilà, c'est le calme, je trouve que c'est très serein, très paisible comme atmosphère. Donc, je trouvais que c'était des lieux parfaits pour renaître, pour revenir à soi. Alors, ce village-là, Arvieux, il existe vraiment dans les Hautes-Alpes. Oui. Est-ce que vous y êtes allé? Vous aimez ce lieu? Pourquoi Arvieux? Alors, je vais peut-être vous décevoir. Je ne suis pas encore allée à Arvieux, même si c'est prévu, il faut à tout prix que j'y aille. En réalité, quand j'écrivais ce roman, je voulais que l'histoire se passe dans un village de montagne, mais pas ces grandes stations très touristiques. Je voulais un village très calme, voilà, un petit écrin de verdure au milieu de nulle part. Donc, j'ai tout simplement tapé sur Google village de montagne très calme. Et Arvieux a fait partie des premiers résultats. J'ai lu les descriptions de l'Office du tourisme, j'ai regardé les photos et je me suis dit non, c'est parfait. Par la suite, quand je l'ai écrit, j'ai un petit peu pris mes aises et pris mes distances avec la réalité. J'ai ajouté une librairie qui n'existe pas, des bars, un petit peu discothèques qui n'existent pas. Mais bon, voilà, le cadre est vrai. Tous les éléments qui sont décrits aux alentours de ce village sont vrais. Mais voilà, j'ai pris la liberté d'ajouter quelques petites choses. Alors, sincèrement, vous décrivez tellement bien les lieux qu'on peut croire que vous y êtes allé. Je pense notamment à plusieurs scènes autour du lac de Roux. Oui. Voilà, vous avez l'art de faire en sorte que le lecteur visualise ces décors et voire même s'y sente physiquement. Comment vous vous y prenez pour aller si subtilement dans ces descriptions? Eh bien, je fais des recherches, tout bêtement, pour l'aspect vraiment géographique des choses, enfin, qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce qu'on peut y voir. Je sais que pour le lac de Roux, j'avais fait des recherches, j'étais tombée sur des articles de blog de personnes qui avaient fait la randonnée elles-mêmes. Et puis, je regarde les photos sur Google Images, vraiment, je m'imprègne des lieux. Et puis après, je me projette. En fait, quand j'écris, vraiment, je me retrouve, je me propulse dans la scène. Je suis un tout petit caractère au milieu de la scène. Et puis, j'essaye je sais pas, je me mets tellement bien dans l'histoire que je suis là. Je peux vous dire la température qu'il fait, les bruits qu'on entend, les odeurs, la sensation de l'herbe sous les pieds. Enfin, vraiment, je m'immerge dedans et j'essaye de le retranscrire. C'est vrai que j'essaye d'avoir une écriture assez sensorielle où on soit capable de sentir, de voir, de toucher, de palper, enfin, de vraiment être là. Bon, si ça fonctionne. On prend le temps aussi de s'installer sur ces lieux, sur voilà, cet environnement. C'est tissé petit à petit, mais on sent qu'il y a un sens de l'observation, de l'environnement peut-être que vous avez dans votre vie personnelle. Oui, ben, j'imagine que oui. Oui, non, je pense que je suis assez observatrice et puis assez dans la pleine conscience, c'est un grand mot, mais oui, je suis toujours à faire attention aux couleurs, aux odeurs, aux bruits. Enfin, j'essaye vraiment de capter tout ce qui se passe en général dans les moments de ma vie. Donc, ça se ressent dans l'écriture finalement. Voilà, j'essaye toujours d'avoir cette façon d'écrire un peu cinématographique où vraiment le lecteur y est, quoi.
il entend, il voit, il sent, tout y est. C'était un prérequis, ce décor. Qu'est-ce qui démarre dans le processus d'écriture? Ce sont les personnages, ce sont les lieux, un petit peu tout ça en même temps? Alors, le décor, la montagne, oui, c'était tout de suite, ça a été une évidence. Cette jeune fille, elle allait renaître dans un village de montagne. Vraiment, ce côté, je trouve que Arvieux est entouré, enfin, on se sent vraiment comme dans un refuge entouré de montagnes. Le chalet était un prérequis. Je la voyais dans une chambre sous les toits au dernier étage d'un chalet et les saisonniers. Tim, il était là dès le début dans les premières pensées qui m'ont amené à cette histoire. Il y avait Tim aux côtés d'Ambre. Les autres personnages, ils sont venus petit à petit. Je ne les avais pas d'emblée dans mon esprit. Mais Tim, le chalet, le village de montagne, ça, c'était les prérequis pour démarrer cette histoire. Alors justement, parlons des personnages. Donc Ambre, hein, cette jeune fille de 20 ans, dont on suit vraiment le parcours de reconstruction tout au long de ce livre. Donc vous le disiez, elle était là dès le départ. Pourquoi cette jeune fille? Qu'est-ce qui a mené à la construction de ce personnage? Ah, bonne question. Très bonne question. Je ne saurais pas dire d'où elle vient, mais alors dès le départ, j'avais ce personnage une très jeune fille avec des difficultés à se construire dans cet âge un peu charnière entre l'adolescence et l'âge adulte, où on doit faire des choix, où on doit se projeter. Et donc, j'avais ce personnage en rupture, voilà, je la voyais en rupture avec un peu tout, en rupture familiale, en rupture scolaire, rupture amicale. Elle avait coupé tous les ponts avec tout ce qui n'était pas Philippe finalement. Et il fallait qu'elle se reconstruise. Voilà, j'avais le départ, c'était une vie en ruine pour cette jeune fille et la reconstruction grâce aux autres et grâce aux montagnes. Après, d'où elle m'est venue, je ne saurais pas vraiment le dire. Quand je l'écrivais, j'avais quasiment son âge, donc je pense que tous ces questionnements, toutes ces problématiques, c'était alors plus ou moins les miennes. Toutes ces choses qu'on se demande à 20 ans, est-ce que ça me donne vraiment envie de fonder une famille? Est-ce que ça me donne vraiment envie de trouver, d'avoir un métier pour toute la vie et d'être figée dans une existence qui ne bouge pas? Enfin voilà, c'est ce qui a animé l'écriture vraiment. Toutes ces questions sur comment on devient adulte, quel choix on doit faire pour devenir adulte. Est-ce que être heureux, c'est avoir une stabilité, une situation figée? Ou est-ce qu'il faut continuer à vivre comme quand on est jeune, en n'hésitant pas à changer d'existence au cours de sa vie? Enfin voilà, c'était tout ce que je voulais traiter dans ce roman. Alors autour d'elle vont graviter une dizaine de personnages. Il y a beaucoup de personnages plus ou moins proches. Ils sont presque tous employés dans cet hôtel, les Mélèzes, et ils ont tous plus ou moins des blessures, des fêlures qu'on va découvrir petit à petit. Alors vous avez parlé de Tim tout à l'heure. Tim aime les hommes et il n'a plus de lien avec sa famille depuis qu'il l'a avoué. Il y a aussi Rosalie qui est un personnage important, cette mère célibataire qui entraîne son bébé Sophie dans cette vie de saisonnière. Et puis Andrea, le séduisant italien sans complexe. Ça, c'est la première description qui peut, de prime abord, sembler un peu caricaturale. Et puis petit à petit, vous rentrez en profondeur dans la personnalité, les émotions de chacun, et tout ça avec beaucoup de subtilité et de finesse. Est-ce que finalement, partir comme ça de cette galerie de portraits un peu grossière, c'était pour mettre le lecteur au même plan qu'Ambre, qui arrive, elle, en ne connaissant personne, un peu pour nous dire attention, la première impression n'est pas toujours la bonne, juger les gens trop vite? Alors, il y avait de ça. Et puis aussi, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était mon premier roman. Donc, j'avais jamais mené de A à Z une histoire, déshabillé entièrement des personnages. Voilà, c'était ma première fois. Et donc, eh bien, je crois que j'avais besoin d'avoir des stéréotypes, de partir de stéréotypes, de traits de caractère très grossiers pour m'aider à ensuite savoir qui était qui se cachait derrière chaque personne. Je pense que voilà, j'avais besoin de ça, de créer des clichés et puis au fil des pages, d'aller les déshabiller, les approfondir.
c'était, voilà, ça m'a aidé, je pense, dans mon processus pour camper tous ces personnages et puis après aller fouiller dans leur psychologie, dans leur passé, dans leur fêlure. Mmh. Alors forcément, on s'attache très vite à ces personnages, vous parvenez à les rendre, touchants, presque familiers. Vous l'avez dit, hein, donc vous êtes revenu à ces personnages quelques années après pour retravailler ce roman pour sa parution cette année. Est-ce que vous, votre rapport à vos propres personnages a évolué entre, la phase d'écriture et puis, eh bien aujourd'hui, la phase de réécriture? Vous avez aussi grandi. Est-ce que vous les voyez différemment aujourd'hui? Ah oui, beh alors totalement, totalement. Quand j'écrivais ce roman, j'étais, en âge, j'étais très proche de Tim et Ambre et dans ma mentalité de l'époque aussi, je me sentais très proche d'eux, je m'identifiais beaucoup à eux. Quand je l'ai retravaillé quelques années plus tard, je me suis dit parfois: «Oh là là, mais cette Ambre, qu'est-ce qu'elle est agaçante, j'en peux plus». Donc j'ai aussi adouci ses traits parce que, dans les premiers jets, elle était encore plus jeune et encore plus «pénible» entre guillemets, hein, encore plus ado en fait. Et puis là, en le relisant donc plus vieille, je me suis beaucoup plus sentie proche de Rosalie, la jeune maman, qui à l'époque pour moi était, un personnage secondaire, la vieille trentenaire, qui était encore jeune dans sa tête, mais qui avait déjà des obligations. Elle ne pouvait pas sortir avec eux parce qu'elle avait ce bébé à s'occuper. Enfin voilà. Et là, j'étais totalement du côté de Rosalie dans sa façon de donner des leçons à Ambre, de l'entourer, de l'envelopper. Donc totalement, oui, le regard est complètement différent et on aime différemment les personnages à chaque relecture en fait. Mmh. En tout cas, la plupart sont relativement jeunes, hein, malgré tout. On peut considérer Oui, qu'à 30 ans, on est encore jeune. mais complètement. Ils Je sont suis bien aussi d'accord. assez, assez entiers, assez idéalistes, aussi beaucoup en quête de repères, hein, tous. C'est ça le regard que vous portez sur la jeunesse d'aujourd'hui, peut-être? Oui, enfin la jeunesse de je pense que c'est le regard que je porte sur la jeunesse de tout temps, voilà, c'est je pense que de toute époque, on traverse, cette période entre 2 qui est pas forcément facile. On quitte l'adolescence, on entre dans l'âge adulte et puis il y a tous ces questionnements, que vont se poser Ambre et Tim, hein, dans le roman, sur, l'identité sexuelle, l'identité tout court, le rapport à la famille. On n'est plus les enfants de nos parents, on devient des vrais adultes qui posons un regard, très distancié sur nos parents, sur, tout ce qu'ils ont fait de très mal et de très raté. C'est aussi l'âge où voilà, on prend conscience que ses parents ont des faiblesses, ne sont pas parfaits et puis ils ont ce questionnement sur, euh, qu'est-ce qui, ce à quoi ils aspirent, hein, est-ce qu'ils veulent une famille, est-ce qu'ils veulent pas de famille, qu'est-ce qu'être heureux, qu'est-ce que aimer aussi, c'est la problématique qui revient pas mal dans le roman, puisque Ambre a un peu, elle aime avec ses fêlures, enfin, elle aime n'importe comment, elle aime trop fort, elle aime sans contrepartie, et puis on est plus dans de la dépendance affective, elle va s'en rendre compte tout au long de la saison. Enfin voilà, ça fait partie des problématiques de la jeunesse de toute époque, je pense. Il y a aussi un élément, vous dites, de la saison, puisqu'effectivement, elle est présente pour la saison touristique, Oui, hein, donc 6 mois. Donc, c'est peut-être un condensé finalement d'émotions aussi sur ce temps court, dans ce lieu fermé qu'est le chalet, parce que c'est beaucoup de ça. scènes s'y passent. Donc, tout est très intense. Oui. Et je pense que, alors, je n'ai pas travaillé en tant que saisonnière, donc j'ai vraiment essayé de me projeter. Mais après, j'ai vécu une année d'Erasmus, donc je pense que on retrouvait ce côté, je suis loin de chez moi. C'est une expérience qui va être très éphémère. Les gens qu'on rencontre, ils sont que de passage, on ne va pas forcément les revoir. Et j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment ça. On est dans un huis clos, on est hors du temps. On est loin de chez soi, donc on se libère, on se confie plus facilement à des gens qui sont là, qui est de passage, qui sont des inconnus, que c'est plus facile que se confier à des gens qui nous connaissent beaucoup, à de la famille. Et puis, quand on sait que tout va prendre fin au bout de quelques mois, tout est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Donc oui, c'est pour ça que les liens qui se créent sont beaucoup plus, voilà, beaucoup plus forts. Et les émotions sont plus fortes, les disputes terribles, les réconciliations, on s'accroche plus vite aux autres aussi.
Alors, il y a un personnage quand même un petit peu à part dans ce livre, c'est Wilson. Lui est aussi saisonnier, mais il est plus âgé, il ne se mêle pas aux autres. D'ailleurs, on a l'impression que lui n'a pas besoin des autres. Il fait un peu figure de sage. Quel rôle vous lui attribuez quel rôle tient-il dans ce livre? Eh bien, il intervient tout à la fin, hein, parce qu'il est là tout au long de la saison, mais on l'oublie presque. On pourrait penser qu'il ne va servir à rien, qu'il est un personnage très très secondaire. Et puis il intervient à la fin quand Ambre se retrouve un petit peu isolée, alors sans dévoiler l'intrigue, mais c'est une période vraiment où elle se retrouve totalement isolée et où elle doit apprendre à s'en sortir seule. Et donc c'est là que je l'ai fait intervenir. Elle va se mettre à l'accompagner en forêt. C'est un vieil homme bourru, très solitaire, qui part depuis le début de la saison tous les étés, tous les après-midi en forêt. Et donc Ambre va se mettre à l'accompagner. Et lui, c'est le silence, c'est celui qui va lui apprendre qu'on peut être bien seul. Parce que elle va cheminer auprès de lui pendant ces après-midi, mais il ne parle presque pas, il ne la regarde presque pas, et pourtant elle est bien avec lui, et pourtant elle est bien en forêt toute seule. Et c'est un peu lui qui va la réconcilier avec la solitude. Voilà, c'était vraiment ce rôle que je voulais lui donner parce que, alors, elle s'est remise de son histoire avec Philippe grâce à l'amitié, grâce à plein de choses. Mais là, je voulais qu'elle apprenne à vivre seule aussi. C'était la dernière étape, en fait, pour vraiment la faire grandir jusqu'au bout. Alors, on l'a dit, hein, il y a beaucoup de problématiques, de thématiques qui s'entremêlent dans toute cette histoire de Je revenais des autres. Bien sûr, celle de la résilience, c'est très actuel aujourd'hui, hein, l'idée qu'on peut se relever après toutes les épreuves. C'est aussi un peu un fil rouge, peut-être, dans vos romans, un message que vous avez envie de faire passer. Oui, bah, c'est le point commun de tous mes romans. Par contre, c'est une problématique un peu inconsciente, hein. Je me suis jamais dit, je vais parler de ceci ou de cela dans mes romans. J'ai toujours, enfin, sans me poser aucune question, j'ai toujours eu envie d'écrire des histoires de résilience. Ça répondait pas forcément à une problématique d'actualité. C'était vraiment, voilà, je l'ai écrit il y a déjà de longues années et ça a toujours été là. Alors, je pense que ça a plus un rapport avec ma personnalité, avec ma façon de voir la vie, plus qu'à une volonté de passer un message à tout prix au lecteur. Vraiment, c'est dans la vie, je suis comme ça. Je suis positive, je vais vers la lumière, je trouve toujours le positif en chaque situation. Donc, c'est vraiment plus ma façon de voir les choses qu'autre chose. Et vous avez envie de la transmettre aussi à vos lecteurs. Oui, voilà. Alors, les relations humaines aussi, bien sûr, sont au centre de ce roman, puisque c'est par les autres qu'Ambre va se réconcilier avec la vie, tout simplement. Elle accepte leur main tendue. C'est pas si simple. Le titre d'ailleurs du roman Je revenais des autres est inspiré d'un poème d'André Chédid que vous rappelez en préambule du livre. Quel rapport est-ce que vous avez avec ce poème? Eh bien, en fait, pendant tout mon processus d'écriture à l'époque, j'avais envie de glisser des petits extraits de poèmes entre les chapitres, entre les scènes. Et je pense que inconsciemment, comme c'était mon premier roman, j'avais besoin de m'appuyer sur les écrits des autres pour m'aider à tâtonner dans l'histoire. Finalement, ces extraits de poèmes ont tous disparu entre les chapitres. J'ai fini par m'émanciper de ces écrits. Mais je cherchais des poèmes qui collaient avec les différentes étapes du roman, les différents chapitres. Et puis quand je suis tombée sur ce poème, je me suis dit, mais en fait, il résume le livre entier. Quand j'ai lu ces mots, je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est le cheminement d'Ambre. C'est le livre, en fait, ce poème. Et donc, j'ai décidé de le placer tout au début, en fait, en ouverture. Il dit la même chose que ce roman, de façon beaucoup plus condensée. Et puis, ça vous a donné aussi le titre. Oui, oui. Le titre, après, il s'est imposé comme une évidence. Euh, il collait parfaitement, en fait. Le poème collait parfaitement, le titre collait parfaitement. J'ai pas trouvé d'autre titre à lui donner que le titre de ce poème.
Alors, si vous permettez, Mélissa d'Acosta, je voudrais lire un court extrait de Oui. votre roman. C'est une conversation entre Ambre et Rosalie, donc cette Mhm. jeune mère célibataire avec qui elle va nouer des liens très vite. Et Rosalie explique à Ambre en quoi les autres peuvent donc l'aider à se reconstruire. C'est comme des mailles qui s'accrochent les unes aux autres à l'infini. Les autres te font souffrir et ce sont ensuite d'autres autres qui te sauvent. Tous les maux viennent des autres, mais aussi toutes les guérisons. Là aussi, on peut dire qu'il y a un petit condensé de cette histoire. Oui, complètement. Complètement. Ambre, quand elle arrive, bon, elle est complètement détruite par son histoire avec Philippe, mais on va aussi découvrir via des flashbacks que c'est pas juste Philippe. Elle a une histoire familiale et une enfance qui l'ont pas forcément aidée à s'épanouir. Et puis à l'âge de l'adolescence, elle s'est aussi empêtrée dans une amitié. Une drôle d'amitié avec une jeune fille qui s'appelait Angela et qui était aussi malsaine que son histoire avec Philippe. Donc, elle a croisé beaucoup de gens jusqu'à ce qu'elle arrive au chalet qui ne l'ont pas tous aidée, ou en tout cas qui ont voulu l'aider, mais peut-être sans le vouloir parfois, l'ont complètement fait plonger. Et donc pendant ses premiers instants au chalet, elle est dans le rejet des autres. Hein. Elle est plutôt renfermée sur elle-même. Elle refuse les mains tendues. Elle repousse, elle se débat, elle fait tout pour qu'on ne l'approche pas tout en ayant étrangement envie qu'on l'aide quand même. Et donc, grâce à Rosalie et grâce à tous les personnages de ce roman, elle va apprendre que tous les autres ne sont pas mauvais, que le salut vient aussi des autres et qu'il lui faut à nouveau s'ouvrir aux autres, à la vie, aux opportunités. C'est Alors, ce elle qui n'a pas vraiment le choix, hein, parce que dans ce chalet, il n'y a pas c'est ça. d'intimité. Elle partage sa chambre. Ils vivent vraiment les uns avec les autres en permanence. C'est difficile même d'avoir des moments seuls. Hein. Donc, elle n'a pas forcément le choix, mais Non, elle c'est n'a pas le choix. un processus difficile. Alors, vous abordiez tout à l'heure aussi le thème de la famille, de l'enfance, bien sûr, qui est aussi sous-jacent hein, tout au long du livre, parce que plusieurs personnages ont des relations difficiles avec leurs parents, notamment. Ça, on l'apprend petit à petit. Mm. Et ils cherchent finalement un peu une famille de substitution dans cette bande de saisonniers. Alors, Ambre, par exemple, vous disiez, elle a grandi avec des parents avec qui elle ne parlait pas. C'est vraiment une famille très taiseuse, silencieuse. Il y a beaucoup de non-dits aussi dans la famille de Tim, notamment. Ces thématiques-là aussi, vous aviez envie de les aborder dans ce livre. Oui, oui, oui. À l'inverse d'Ambre, moi, je viens d'une famille où on parle beaucoup, beaucoup et très naturellement. Mais je me suis rendu compte assez vite au collège et au lycée, en fréquentant mes amis, qu'il y avait des familles dans lesquelles on ne parlait pas. Et ça m'a vraiment choquée à l'époque, où on parlait des notes, des notes à l'école, des actualités, des choses très superficielles et de rien d'autre. Et ça m'a toujours beaucoup choquée. Et puis par la suite, avec les années, je me suis aussi aperçue dans mes amis que les familles où on ne parlait pas, ça créait quand même des relations plutôt, enfin je sais pas, très distantes, très froides. Et puis ça créait quand même des fêlures au début de l'âge adulte. Voilà, c'était des gens qui partaient avec un petit handicap, j'avais l'impression. En tout cas, c'était le ressenti que j'avais et c'était quelque chose qui m'intéressait d'aller creuser. Comment on se construit, comment on grandit quand on est dans un silence, dans une pudeur, dans une distance par rapport aux autres. Parce que voilà, on découvre la relation aux autres, on la construit dans un premier temps dans l'enfance. Donc, quand on part avec cette image de on reste à distance des autres dès l'enfance, comment on peut par la suite laisser les autres s'approcher? C'est aussi la problématique d'Ambre. Voilà, c'était vraiment une thématique que j'avais envie de traiter et d'aller creuser dans ce roman. À l'inverse, effectivement, tout ce qu'elle va vivre au chalet, c'est complètement autre chose. Il y a un gros travail sur les dialogues. Hein, ils disent Oui, beaucoup. Et il y a un peu un pouvoir libérateur de la parole aussi. complètement. C'est vrai que j'avais pas fait attention, mais vous n'êtes pas la première à me faire remarquer qu'il y a énormément de dialogues dans ce livre et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ces dialogues parce que j'avais vraiment envie de les rendre le plus réaliste possible. Souvent, dans les livres que je lis, je me dis, oh là là, c'est absolument pas réaliste, ces grands monologues, on se confie au premier venu, comme ça, on déballe son enfance, on déballe son passé.
Et donc là, ça me tenait à cœur de montrer que le dialogue, au départ, ça commence par des choses anodines et puis on creuse, mais petit à petit, on se rejette pour mieux revenir. Donc oui, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à être dans ce dialogue permanent entre mes différents personnages. Et Et puis, la parole se libère après, oui, au fil des pages, la parole se libère, on est plus à l'aise. hmm. Ambre, elle se parle aussi à elle-même par Oui, un c'est vrai. procédé subtil d'envoi de mails. Donc, il y a aussi ce volet-là hein, d'auto-analyse finalement de ce qu'elle est en train de vivre au fur et à mesure. Oui, dans un premier temps, Ambre, les tout premiers temps au chalet, elle ressent le besoin d'être toujours en contact avec Philippe. Donc, par téléphone, par email, il faut qu'elle lui raconte, il faut un peu qu'elle se fasse valider ses choix et ses actions par Philippe. Il y a toujours ce rapport, Philippe est l'adulte, elle est l'enfant, et elle reste bloquée dans ce lien qui ne la fait pas vraiment grandir. Et puis, à un moment, Philippe disparaît, coupe les ponts, sans trop en révéler. Et là, elle se trouve bien embêtée puisqu'elle a tellement rejeté ses parents, elle a tellement rejeté ses amis de l'époque et elle n'a plus Philippe. Et donc, il y a une phrase qu'elle dit dans le roman qui est assez criante de vérité et qui est « À qui je vais écrire maintenant ?» Comme si le fait de ne plus avoir personne à qui écrire la rendait véritablement seule. Et donc, Tim lui dit « Mais tu n'as pas besoin de quelqu'un à qui écrire, écris pour toi. » Et donc, effectivement, elle se met à s'envoyer des mails à elle-même. Et c'est aussi, ça fait partie de son processus pour apprendre à vivre par elle-même, pour elle-même, et non plus pour Philippe, pour quelqu'un d'autre, quoi. Alors, je rappelle à tous les lecteurs qui nous écoutent que vous pouvez bien sûr poser des questions, hein, soit en demandant la parole et poser directement votre question à Mélissa Dacosta ou en écrivant votre question par le chat. Hein. N'hésitez pas tout au long de cette rencontre. On parlait donc de Tim et Ambre, hein, c'est un duo très fort dans ce livre, évidemment, deux personnages principaux qui partagent notamment une passion pour la lecture. Il y a notamment toute une scène du livre où Tim emmène Ambre dans cette librairie, alors qui n'existe pas à Arvieux, mais dans ce livre. Et la lecture est très importante pour eux, ça revient plusieurs fois. Est-ce que pour vous, et j'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelle place tient la lecture dans votre vie à vous? Eh bien, je dirais qu'elle tient une place un peu similaire à l'écriture. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment une façon de s'évader, de devenir quelqu'un d'autre. Le temps d'un livre, on devient le personnage, on peut changer de sexe, on peut changer de vie, on peut changer de pays, on peut se retrouver propulsé dans un monde où on a des pouvoirs magiques. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'assez dingue. Et j'ai découvert la lecture en même temps que l'écriture. Donc, pour moi, c'est un petit peu les deux faces d'une même chose. Je mets pas une différence énorme entre les deux et l'écriture me procure la même chose que la lecture. Vraiment, je pense que c'est une des plus grandes, enfin, c'est la plus grande évasion qu'on puisse s'offrir sur Terre. C'est un peu un pouvoir magique, quoi. Et donc l'écriture encore un peu plus parce que là, on est Dieu entre guillemets. Hein. On crée des vies, on les retire, voilà, on devient Dieu en écrivant, mais en lisant, c'est un petit peu pareil. On est omniscient, on est plein de gens en même temps. Alors justement, sur vos habitudes d'écriture, il y a une question. Quelles sont-elles? Plutôt le matin, le soir, la nuit, plutôt en solitaire chez vous ou dans des endroits publics? C'est là. Alors, plutôt en solitaire. Enfin, c'est un bien grand mot. Plutôt chez moi, on va dire. En solitaire, pas tellement, puisqu'il y a toujours mon conjoint, mon bébé. Donc, je suis rarement très concentrée longtemps. Moi, normalement, je suis plutôt quelqu'un du matin. Quand je me lève, je suis fraîche, je suis reposée, j'ai des milliards d'idées. Je suis très disposée à travailler le matin et à écrire le matin. Malheureusement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je travaillais encore à temps plein, donc j'écrivais plutôt le soir et les week-ends. Et puis alors maintenant, je ne travaille plus à temps plein autre que l'écriture de mes romans, mais j'ai un bébé, donc c'est encore pire, je crois. Donc j'écris quand je peux. Disons que dès que j'ai un temps libre,
Et puis quand l'inspiration est là, puisque on peut avoir 2 jours de suite tout seul pour écrire, si l'inspiration n'est pas là, ça sert à rien. Et au contraire, on peut avoir des journées où on a beaucoup d'inspiration et on écrit par tranche de 15 minutes entre le repas, la sieste. Donc je me débrouille comme je peux. Alors justement, l'inspiration, comment est-ce qu'elle vient? Est-ce que vous avez des auteurs qui vous inspirent, des sources d'inspiration particulières? L'inspiration, elle vient de la vie en général, hein. Ça vient de vraiment tout et n'importe quoi, de discussions, qu'on peut avoir avec des gens, une musique à la radio, les paroles d'une chanson, ça vient de tout et n'importe quoi, d'une ville qu'on découvre et où on se dit: «Waouh, je veux écrire sur un lieu qui ressemble à ça ou qui me fasse ressentir la même sérénité». Donc vraiment de tout et n'importe quoi. La vie en général. Vous êtes aux aguets de tout ce qui se passe Oui, c'est autour. ça, exactement. Alors, on a une question de Christophe. Dans un huis clos comme la saison avec ses personnages, peut-on nouer une belle histoire durable? Qu'en pensez-vous? Mmh. Bonne question. Heu, alors je pense que je j'ai pas été saisonnière, je vais pas pouvoir vous répondre par rapport à mon expérience, mais je pense qu'en réalité, quand une relation se crée dans un contexte bien particulier, dans une ambiance bien particulière et sur une durée bien particulière, ça doit être très compliqué de se retrouver ensuite dans un autre contexte, hors d'un ce huis clos. Je pense que ça change pas mal la donne sur la relation et les contacts. Du coup, je ne sais pas si on peut nouer une histoire durable, je l'espère, mais je pense que voilà, une fois sorti du contexte, ça change énormément de choses. Et puis, on peut difficilement en dire plus pour tous ceux qui veulent garder Exactement. le suspense. Alors, un commentaire également, on ressent toujours la joie que Mélissa d'Acosta a quand elle parle de ses livres. Ça se rajoute à la magie de sa plume. C'est Voilà, très gentil. un beau compliment pour vous, C'est très Mélissa. gentil. Tout à l'heure, vous l'avez un petit peu évoqué, l'aspect très cinématographique de votre Oui. écriture. Alors, ça se joue dans les descriptions, dans les détails, dans les dialogues aussi, hein, pour celui-là en tout cas. Vous le disiez, hein, quand vous écrivez, vous avez des images en tête. Mmh. J'ai les images, j'ai l'atmosphère, les ressentis. D'ailleurs, apparemment, je fais presque peur quand j'écris parce que alors il y a plein d'émotions qui passent sur mon visage. Je me mets à rire toute seule, à sourire ou à froncer les sourcils. Je peux même pleurer. Et en fait, c'est juste que je suis tellement je m'oblige à me mettre dans l'état émotionnel que j'ai envie de faire ressentir. Donc voilà, je peux vous dire s'il y a du vent sur ma peau, quelle odeur on sent, le toucher. Enfin, j'essaie vraiment d'être tellement dedans. Et puis, il le faut, si je veux le faire ressentir, je dois le ressentir moi-même d'abord. Voilà, c'est comme ça que je procède en fait. Vous êtes votre première lectrice. Oui, complètement, complètement. Tout à l'heure, vous évoquiez votre année Erasmus. Moi, il y a un film auquel j'ai pensé en lisant votre livre, c'est L'Auberge espagnole Oui, de Cédric Clapiche. C'est vrai que voilà, il y a des similitudes. Je ne sais pas si ouais. vous avez pensé aussi à ce film en écrivant. J'y ai pas forcément pensé, mais vous me le dites et je me dis: «Oui, oui, totalement». C'est la même chose pour moi, alors je l'ai écrit non, je l'ai écrit ce livre, je l'ai écrit après mon année Erasmus, donc je pense que j'ai été chercher, cette intensité, le côté, vraiment seconde famille parce que, de la même façon, j'étais en colocation pendant mon année Erasmus avec, on était 4, on avait une cinquième personne qui ne vivait pas avec nous, mais qui vivait avec nous la plupart du temps. Et vraiment, j'ai eu l'impression qu'on s'était recréé. On était tous très loin de nos proches, de nos familles, et on avait l'impression de s'être recréé une seconde famille loin de chez nous. Donc, je pense que je me suis beaucoup inspirée de cette expérience pour ce livre. Et puis, si on revient à Tout le bleu du ciel, on a évoqué un temps une adaptation au cinéma. Est-ce que c'est un projet qui est toujours dans les cartons? Oui, oui, ben, ça a même été signé, hein. C'est un projet qui avance. Donc voilà, un contrat a été signé pour une adaptation plutôt sous format série. Donc encore mieux. On les suivra encore plus longtemps sur plusieurs épisodes.
Alors, puisqu'on parle d'image, il y a aussi l'image de la couverture. Alors, je ne sais pas si vous voyez les derrière moi. C'est une femme de dos qui a devant elle une montagne. Voilà, il y a une idée de grands espaces. C'est vrai que tout ce que vous nous disiez au début sur cette importance de la nature qui ressource, cette image la traduit bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors on m'avait proposé 3 images pour la couverture de ce livre et j'ai flashé sur celle-ci. Franchement, il y en avait 2 qui étaient, que vraiment j'adorais, mais là, quand je vois la couverture, la forêt, c'est la forêt de Wilson. C'est vraiment la forêt, dans laquelle ils vont se promener tous les 2 à la fin. Les montagnes à l'arrière, cette verdure et puis, voilà, c'est vraiment dégagé devant elle. Donc, cette idée de l'avenir, enfin, oui, l'avenir s'est dégagé. Elle tourne le dos aux difficultés. Elle va vers la lumière puisque c'est très lumineux, très coloré à l'avant. Tout y était, quoi. Et puis, la fragilité de la jeune fille, mais cette détermination dans sa façon de s'avancer. Voilà, enfin, voilà. Tout y était. C'était parfait. En tout cas, ce n'est pas vous, il me semble. Non, mais beaucoup de gens se sont posé la question, oui. Est-ce que c'est vous sur la couverture? Bon, le personnage C'est possible. d'Ambre, tel que vous le décrivez, ressemble bien aussi à ce personnage avec ses longs cheveux. C'est ça. Alors, une autre question de Christophe. Est-ce qu'un nouveau roman est en cours? Quels sont vos projets d'écriture? Oui, il y a toujours un nouveau roman en cours. J'ai beaucoup de mal à passer des semaines sans projet d'écriture, donc j'ai presque quasi tout le temps un projet d'écriture en cours. Après, ça ne veut pas toujours dire que je vais au bout. Il m'arrive d'écrire 50 pages, d'abandonner ou de laisser de côté, puis d'y revenir 6 mois plus tard et de le reprendre. Donc oui, j'ai un nouveau roman en cours et j'ai trois romans déjà écrits qui sont là. Donc ne vous inquiétez pas, ça va continuer à paraître tous les ans. Est-ce que c'est dans la même veine? Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur un des projets? Oui, alors parmi les 3 romans dont je vous parlais que j'ai déjà, j'en ai un qui est écrit depuis quelques années, qui est la suite de Je revenais des autres, que j'avais écrit à l'époque aussi en 2015. J'ai un roman qui est dans un genre tout à fait différent, beaucoup plus sombre. Là, j'ai essayé d'aller chercher autre chose. Là où mes romans démarrent dans l'obscurité et mes personnages vont vers la lumière, là, ça a été complètement le processus inverse. Comment une mauvaise rencontre peut nous amener totalement à plonger dans l'obscurité. Donc voilà, je ne sais pas quand quand il sera publié, mais en tout cas, j'ai essayé de m'essayer à autre chose. Et puis celui que j'écris en ce moment, l'idée est née avec la naissance de mon fils, hein, qui a 6 mois. Donc c'est un livre totalement sur la maternité, le lien mère-enfant. Voilà, sans trop en dire non plus, mais En tout cas, vous dans cette grandissez veine. avec vos personnages. Vous avez toujours à peu près l'âge des personnages. Oui, 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 oui. Sauf dans celui que j'écris en ce moment où je suis un petit garçon de 5 ans. Mais sinon, j'ai toujours à peu près l'âge de mes personnages, effectivement. Pour vraiment pour être dans le vrai, en fait, parce que c'est pas évident de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est plus âgé. Et puis j'aimerais parfois écrire sur des personnages qui vivent d'autres choses dans d'autres pays, mais il faut vraiment, vraiment. C'est compliqué de connaître les problématiques, les mentalités de personnes d'autres cultures, d'autres pays. Donc, pour être vraiment dans le vrai et ne pas raconter trop de bêtises, je m'en tiens à des choses que je connais. Alors, une question plus technique. Utilisez-vous uniquement votre ordinateur ou encore tout simplement le papier et le crayon comme à l'ancienne? Non, j'utilise mon ordinateur. J'ai un petit carnet dans lequel je vais venir noter une citation que j'ai croisée et que j'aimerais remettre dans un roman ou des lieux. Je note des lieux, des petits villages de montagne ou d'autres villages hein, que j'ai croisés et où je me dis, waouh, il faut que j'écrive un jour un roman là-dessus. Et de temps en temps, j'écris sur mon petit carnet aussi des scènes qui me viennent et qu'il faudra que j'écrive par la suite dans mon roman. Mais le vrai processus d'écriture, c'est toujours sur ordinateur parce que ça jaillit, ça vient très vite et il faut que j'ai la rapidité suffisante pour suivre mes pensées. Et donc, le clavier va beaucoup plus vite que le stylo, tout simplement.
c'était pas trop vertigineux après un succès comme Tout le bleu du ciel, d'imaginer après la vie des autres romans. Voilà, il y a eu un tel engouement pour ce faux premier roman. Comment est-ce qu'après, vous arrivez à aborder la sortie d'un nouveau roman? Oui, c'est un petit peu stressant, oui. D'autant que les gens se sont beaucoup attachés, c'est ce que je disais tout à l'heure, à Émile et Joanne et à leur histoire. Et alors, pas tous les lecteurs, mais il y a pas mal de lecteurs qui s'attendent à retrouver, j'ai l'impression, les mêmes ingrédients, peut-être les mêmes thématiques. Et du coup, c'est un peu stressant de se dire, je vais proposer autre chose. Mais pour moi, c'est ce qui fait la richesse d'un écrivain, de réussir à se renouveler, de ne pas traiter toujours les mêmes sujets, de ne pas remettre les ingrédients qui marchent bien. Enfin, c'est une certaine prise de risque, en fait, de changer les ingrédients en se disant, bah, peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais peut-être que oui. Et heureusement, il y a pas mal de lecteurs qui se laissent embarquer vers autre chose. Je peux rassurer les lecteurs, ils peuvent y aller sans crainte pour Je revenais des autres. Alors, encore une question de Christophe qui vous demande si vous avez des écrivains ou écrivaines favoris. Alors, écrivain favori, en réalité, j'ai plutôt des livres qui vont me donner un coup de cœur, plutôt que d'avoir un écrivain favori voilà, dont je suis tous les livres. Mais malgré ça, je peux quand même vous donner des noms d'écrivains que j'adore et que je lis. Alors, pour essayer de ne pas donner tout le temps les mêmes, j'aime beaucoup Valérie Perrin. J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai surtout lu les derniers de Virginie Grimaldi, mais que j'ai trouvé très doux, avec les thèmes de la maternité que j'ai trouvé très bien traités. Récemment, j'ai lu Les Demoiselles d'Anne Gaël-Huon, que j'ai trouvé très très beau aussi, très très fort. Mon livre préféré de tous les temps, c'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. Les Gratitudes de Delphine de Vigan étaient très beaux aussi. Enfin voilà, je marche plutôt au livre qu'à un auteur que je suis à tout prix. Malgré ça, je peux vous citer Catherine Pancol qui m'a accompagnée quand j'avais 18, 19, 20 ans à travers sa trilogie plutôt très, très connue, et qui m'a donné envie d'écrire comme elle, en fait. Quand je voyais la densité de ses personnages, son écriture qui prenait le temps, des gros pavés, elle écrivait des gros pavés et j'aimais beaucoup ça. Et je me disais, quand j'étais plus jeune, que j'aimerais écrire comme elle. Ça a été une source d'inspiration. Encore une question. Comment votre entourage a-t-il réagi à la publication de votre premier roman? Alors, je ne sais pas s'il s'agit du tout premier publié, Tout le Oui, bleu. je pense. Sans doute. Eh bien, au début, je suppose que c'est normal, mais alors, l'entourage très proche, complètement dingue, complètement fier et surexcité. Enfin, la famille, le premier noyau familial, on va dire. Et puis après, dans l'entourage plus lointain, il y avait un peu cette impression qu'il ne le prenait pas trop au sérieux. Parce que quand on connaît la personne, on a du mal à penser que réellement, elle écrit un vrai roman. Donc, il y avait je le sentais dans la façon, dans le dialogue avec les gens. Ah d'accord, tu vas être publié. Bon, ils s'imaginaient que ce serait une dizaine d'exemplaires, peut-être une centaine. En fait, les gens ont beaucoup de mal à s'imaginer qu'ils côtoient quelqu'un qui écrit vraiment. Et puis maintenant, bah, ils sont super contents, ils sont au taquet, à repartager, à me demander des nouvelles de mes différents projets d'écriture. Mais au début, voilà, il y a une espèce d'incrédulité et on y croit, mais à moitié, quoi. Vous faites lire, en tout cas, j'imagine, à votre entourage proche, vos ébauches ou vos débuts de romans? Oui, alors mon conjoint, lui, il a la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais de lire au fil de la plume. Donc, je pense que c'est pas terrible au final, parce qu'il reçoit l'histoire 10 pages par 10 pages de façon totalement déstructurée. Mais donc, c'est mon premier lecteur. C'est le seul qui me lit vraiment au fil de l'écriture. Et puis après, quand le roman est terminé, même s'il n'est pas corrigé, même s'il n'est pas relu, je l'envoie en général à ma maman, à ma petite sœur, qui ne prend pas toujours le temps de me lire d'ailleurs, qui est encore en études, donc qui n'a pas toujours le temps. Et puis à mon éditrice ensuite. Mais voilà, je le garde un petit peu dans le cercle familial avant de lui faire passer les portes de l'éditrice.
Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. En tout cas, voilà, des remerciements à vous, Mélissa d'Acosta. Je rappelle donc le titre de votre tout dernier roman, Je revenais des autres, paru chez Albin Michel. Merci beaucoup pour cet entretien ce soir. Merci d'avoir accepté notre échange et notre invitation.